Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Quimper, Aurillac, Aubenas, ces villes moyennes situées au cœur de départements ruraux bénéficient aujourd'hui d'aéroports et de lignes aériennes qui désenclavent leur territoire. Mais face au gouvernement qui veut taxer le kérosène des avions, les sénateurs craignent la disparition de ces petites lignes aériennes qu'on appelle des lignes d'aménagement du territoire. Les sénateurs ont d'ailleurs lancé une mission d'information sur les transports aériens et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a été auditionnée hier sur ce sujet. Je vous propose d'écouter cette audition. Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, merci de votre présence. Je vais être relativement bref parce que notre temps est quand même compté. Je veux préciser que nous accueillerons après cette audition M. Pierre-Olivier Bandet qui viendra en tant que directeur général adjoint d'Air France chargé de HOP avec beaucoup d'autres questions qui vont venir. Madame la Ministre, vous aviez lancé en 2017 des assises du transport aérien avec un volet territoire qui était animé par notre collègue, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et vous vous êtes appuyé sur ces travaux pour annoncer une relance des lignes d'aménagement du territoire. Je pense que Madame la rapporteure et l'ensemble des collègues auront évidemment des questions sur ce point, et puis plus globalement sur la stratégie qui est la vôtre de dessert des territoires, la connectivité des territoires, la complémentarité des modes de transport et la place du transport aérien dans un contexte où évidemment la dimension environnementale se fait jour de manière plus forte à chacun des moments. Je précise que cette audition est retransmise en captation vidéo sur le site internet du Sénat, qu'elle est également ouverte à la presse. Et pour ne pas être plus long, je vous propose de passer la parole à Madame la rapporteure pour quelques mots d'introduction bref. L'idée étant qu'on vous passe la parole et qu'ensuite on ait un temps d'échange le plus complet possible. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, lorsque le Sénat a constitué cette mission d'information à l'initiative du groupe RDSE et que j'en ai été nommé rapporteur en mai dernier, ma préoccupation majeure concernait évidemment la situation des régions très enclavées, restées à l'écart du TGV et des autoroutes, et si vous me permettez l'expression, hors des radars de Paris et des grandes métropoles. Ce constat est vécu dans le Cantal, dont je suis originaire, mais aussi partagé par mes collègues dans des régions pour lesquelles la continuité territoriale, je pense aux Outre-mer, entre autres, est un enjeu majeur de développement et d'attractivité. Cette préoccupation, Madame la Ministre, je sais que vous la partagez également. Vous aviez organisé en octobre, je crois, 2018, avec notre ancien collègue à qui j'ai succédé, Jacques Mézard, qui était alors ministre de la Cohésion des Territoires, un colloque aéroport et territoire dans lequel il était réaffirmé que les liaisons aériennes sont à même d'apporter très concrètement et plus rapidement qu'au travers de nouvelles infrastructures des réponses à l'enclavement que subissent encore de nombreux territoires, nos concitoyens qui y vivent et les entrepreneurs qui y sont installés. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 1 million de Français vivent à plus de 45 minutes d'un accès à l'autoroute, d'une gare TGV ou d'un aérodrome, et 10 millions n'ont accès qu'à un seul de ces modes de déplacement. C'est une forme d'assignation à résidence qui est préjudiciable au développement économique, à l'accès au travail, à l'accès au logement, à l'éducation, aux loisirs, et même des fois, parfois, malheureusement, à la santé. Madame la Ministre, pouvez-vous nous exposer les mesures qui seront prises très concrètement pour appliquer la stratégie nationale du transport aérien en direction des territoires les plus enclavés et de tous les territoires, qu'il s'agisse des moyens budgétaires, de l'amélioration des services aériens, de la modernisation du cadre réglementaire d'attribution des délégations de services publics et d'accompagnement technique, juridique, mais aussi financier des collectivités locales. L'État transfère aux collectivités des compétences qui impliquent d'une part des investissements aéroportuaires lourds pour certaines collectivités et d'autre part le cofinancement croissant des lignes d'aménagement du territoire. Dans le même temps, une programmation pluriannuelle des finances publiques qui vise à limiter l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales est en jeu. Donc, c'est difficile pour les collectivités, bien sûr. Comment sortir de cette double injonction fixée par l'État aux collectivités territoriales ? Enfin, au vu du débat à l'Assemblée nationale sur la loi d'orientation des mobilités, le contexte est assez défavorable au développement du transport aérien. Aussi, nous sommes intéressés par toute mesure qui pourrait limiter l'impact environnemental de ce mode de transport.
Tout le monde a à l'esprit la taxe carbone, mais il faut absolument tenir compte de la spécificité de nos territoires, et en particulier des territoires enclavés, qui sont souvent pas les territoires les plus favorisés, qui ont des collectivités qui ont des budgets relativement limités, et pour lesquels il n'y a pas de moyens de transport de substitution à l'avion. Donc merci par avance. Merci à vous. Merci Madame la Ministre. Je me propose de vous passer la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, je vous remercie pour cette invitation à échanger sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment ici au Sénat. Je considère que les liaisons d'aménagement du territoire sont essentielles pour nos territoires. Elles sont essentielles parce qu'elles répondent à un besoin fort pour un certain nombre de nos concitoyens sur les territoires les plus enclavés, celui de l'accessibilité. La question de l'accessibilité des territoires est la condition nécessaire pour que les emplois se maintiennent dans ces territoires et qu'ils puissent se développer. La connexion au centre économique est un enjeu important pour le dynamisme des territoires. La loi d'orientation des mobilités, dont la CMP se déroulera la semaine prochaine, porte en son cœur un objectif, celui de la mobilité pour tous et partout. Et nous devons sortir du tout TGV. Nous ne pouvons pas construire des lignes TGV et des autoroutes partout sur le territoire, et la pertinence de certains projets peut être questionnable d'un point de vue non seulement économique, mais aussi écologique. Dans ce contexte, moi je considère que le transport aérien doit avoir toute sa place dans une politique de mobilité intermodale qui vise à une desserte adaptée et performante de tous les territoires. Je considère que les lignes d'aménagement du territoire sont réellement un outil essentiel au désenclavement des territoires. Le maillage aéroportuaire dont nous disposons en France peut nous permettre d'apporter des réponses adaptées, efficaces et rapides au territoire. Quand vous vivez à Castres, à Aurillac, au Puy-en-Velay, la desserte aérienne vers Paris est celle qui vous connecte non seulement à la capitale, mais aussi au-delà. Et donc, c'est le maillon indispensable sans lequel les entreprises et les emplois ne pourraient pas se maintenir. La France compte actuellement 35 liaisons exploitées sous obligation de service public, dont 11 intérieures à la métropole, à l'exception des liaisons intérieures à la Guyane qui répondent à une autre logique avec des aides à caractère social, et des liaisons entre la métropole et les départements d'outre-mer pour lesquels il y a aujourd'hui une offre qui existe avec des compagnies souvent diversifiées pour répondre. Les exploitations sont assurées par le biais de délégations de services publics qui permettent de compenser le déficit d'exploitation des transporteurs aériens qui sont retenus par appel d'offres. Je tiens beaucoup à ces liaisons d'aménagement du territoire. C'est pourquoi j'ai décidé, suite aux assises du transport aérien, de quadrupler le budget consacré au financement de ces lignes en 2019. Donc, le budget alloué à ces liaisons permettra notamment de poursuivre le soutien de l'État sur les liaisons actuelles. Je pense notamment à Aurillac, Brive, le Puy-en-Velay, Rodez, de remettre un financement sur des liaisons existantes, notamment au départ d'Agen, de Castres, de Tarbes, de La Rochelle et de Poitiers, et de financer des nouvelles liaisons au départ de Limoges et prochainement de Quimper. Alors, je sais que la fiabilité et la qualité de service ne sont pas toujours au rendez-vous. Plus particulièrement, la situation de Hop a retenu toute mon attention depuis l'été 2017. J'ai constaté, comme vous, de nombreux retards ou annulations sur un certain nombre de lignes domestiques opérées par Hop, ce qui a conduit à une situation inacceptable pour certains de nos territoires et à une insatisfaction croissante de la part des passagers. Moi, je me félicite aujourd'hui que le plan d'action qui a été mis en œuvre suite à mes rencontres avec la direction de la compagnie commence à porter ses fruits et que les annulations de vols se soient restreintes depuis la fin de l'été dernier. Je continue bien sûr à suivre la situation avec beaucoup d'attention et je note l'attribution récente de 2 renouvellements de délégations de service public à Air France, Aurillac-Paris et Castres-Paris, ce qui doit être la preuve d'une satisfaction des usagers et d'une confiance en voie d'être retrouvée avec les élus. Au-delà de cette vigilance, des modalités de contrôle administratif et contractuel permettent de s'assurer du respect par le transporteur des obligations de service public. Il peut être mis en place des pénalités financières ou même des amendes administratives en cas de manquement aux obligations de service public. Nous n'avons pas eu à ce stade à en passer par là, mais voilà, c'est un outil qui existe.
Enfin, je souhaite que cette politique soit raisonnée et prenne en compte la complémentarité des plateformes et des différents modes de transport dans une logique globale d'aménagement du territoire. C'est pour ça que j'avais souhaité effectivement associer dès 2018 les régions aux réflexions engagées pour identifier les besoins en matière de desserte aérienne. Nous devons aussi prendre en compte la nouvelle réalité institutionnelle issue de la loi NOTRe précisément et agir en partenariat avec les collectivités territoriales, tout particulièrement les régions qui sont chefs de file de l'aménagement du territoire et du développement économique. Ce partenariat sera renforcé, notamment en s'appuyant sur les stratégies aéroportuaires que les régions souhaiteront ou ont déjà mises en place. Elles visent notamment à rechercher une plus grande cohérence de l'offre aéroportuaire et aérienne en examinant la réalité des besoins et la complémentarité avec les autres modes de transport. À cet égard, en réponse à de nombreux élus locaux, j'ai signé en mars dernier, conjointement avec Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu, une note clarifiant les compétences et les modalités d'intervention, notamment financières, des collectivités territoriales dans l'organisation et le financement des services de transport aérien public. Ceci visait notamment à répondre à une inquiétude sur la possibilité pour les départements de continuer à intervenir sur ces liaisons d'aménagement du territoire dont ils sont de fait des acteurs importants aujourd'hui. La Direction générale de l'aviation civile va également publier prochainement un guide destiné aux aéroports et aux collectivités concernées pour bien clarifier le fonctionnement de ces liaisons et les responsabilités qui peuvent être prises par les uns et les autres. Un dernier sujet que je souhaite évoquer, et vous l'avez mentionné, c'est la question de l'impact environnemental du transport aérien. Comme vous l'avez sans doute vu, lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités à l'Assemblée nationale, de nombreux amendements proposant des taxations sous différentes formes ont été discutés. Ils n'ont pas été adoptés, mais les débats ont montré une volonté de plus en plus forte que le transport aérien contribue davantage financièrement et par ailleurs qu'il soit davantage pris en compte ses impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact environnemental plus généralement. Donc vous avez vu que le projet de loi acte le principe d'une contribution du secteur aérien au financement des infrastructures, ce qui devrait être traduit dans la loi de finances pour 2020. Je pense que la question de la taxation de l'aérien, effectivement, est une question légitime qui doit être analysée. C'est un débat que la France a porté au niveau européen et nous allons continuer à le faire puisque c'est certainement la bonne échelle quand on mesure l'impact sur le climat, voire même c'est aussi à une échelle mondiale qu'il faut agir comme le fait le CORSIA. Le transport aérien doit évidemment prendre sa part dans les objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique, ce qui peut passer par l'usage de biocarburants et puis également par une amélioration évidemment des motorisations et le recours à des carburants alternatifs, mais également par des mesures de compensation des émissions ou de taxation. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous confirme que je pense qu'il faut évidemment, quand on mène ces réflexions, prendre en compte les liaisons d'aménagement du territoire de façon spécifique et bien évidemment ces liaisons ne doivent pas être pénalisées à l'heure où le gouvernement souhaite au contraire les encourager. Voilà ce que je pouvais vous dire peut-être en introduction et puis je suis naturellement prête à répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre. Je vais peut-être passer la parole à Madame la rapporteure d'abord et ensuite aux collègues. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Président. Donc une première question, comment évolueront les crédits affectés aux lignes d'aménagement du territoire d'ici 2022 ? Et donc est-ce que l'augmentation du nombre des LAT ne risque pas de pénaliser les LAT existantes ? S'il y en a trop, est-ce que, voilà la première question. Et la deuxième question, selon vous, ne faudrait-il pas contraindre ADP, dans le prochain contrat de régulation économique, à compenser l'augmentation importante des redevances aéroportuaires pour les petits porteurs qui nous pénalisent ? Et une troisième question, les OSP dans et vers les territoires ultramarins, vous semble-t-elle devoir évoluer ? Alors, j'ajoute peut-être sur ADP que nous avons eu l'occasion de dire au Président que le nombre d'avions au contact devait laisser une place particulière aux dites petites lignes, puisque ça représente peu de trafic, peu de revenus potentiels,
mais que pour les passagers des lignes en question, c'est quand même un sujet majeur et que ça sera bien peut-être à l'avenir. Je ne sais pas si vous pouvez nous le confirmer, qu'on regarde dans le creux comment avoir ces indicateurs spécifiques et exiger un suivi particulier. Peut-être que je vous propose de répondre d'abord aux questions de la rapporteure que je viens de compléter à l'instant, et après on passera aux collègues. Merci. Merci. Donc, moi, je vous confirme que la trajectoire qui est prévue sur ces liaisons d'aménagement du territoire prend bien en compte, évidemment, le maintien des liaisons existantes et ensuite les nouvelles liaisons qu'on souhaite mettre en place. C'est ce qui explique aussi l'augmentation de ce budget. Mais il ne s'agit évidemment pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Évidemment, ces liaisons existantes sont sanctuarisées. Je note que leurs besoins en subvention ne baissent pas. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on s'assure qu'ils n'explosent pas. Mais en tout cas, évidemment, ça constitue les liaisons existantes qui sont absolument indispensables, constituent le socle. Sur la prise en compte, la bonne prise en compte par Aéroports de Paris de ces liaisons d'aménagement du territoire, nous avons prévu dans le nouveau cahier des charges d'Aéroports de Paris d'inscrire le principe de l'attention qui doit être portée à ces liaisons d'aménagement du territoire en termes de qualité de service rendu aux passagers de ces liaisons. C'est vrai que moi j'entends les passagers et les collectivités qui nous disent que ces avions, ils ont tendance à être renvoyés en bout de piste, en tout cas au large, ce qui évidemment nuit grandement finalement non seulement à la fluidité du passage aéroportuaire, mais qui peut finalement dégrader considérablement le temps de liaison si on commence par attendre un bus pour rejoindre l'aérogare. Donc ça sera un point du nouveau cahier des charges. Alors ensuite, sur la question de la structure tarifaire qui est intervenue en 2016, ça sera aussi un point d'attention dans le prochain contrat de régulation économique. Il faut qu'on fasse attention à la façon dont on utilise les redevances. C'est quand même une redevance pour service rendu, donc ça ne peut pas non plus être totalement discriminant pour des avions identiques. Mais je pense qu'on réfléchit aussi à intégrer des critères environnementaux dans les redevances, ce qu'on peut faire dans une certaine limite. Et on sait que les avions, notamment à hélice, sont plus performants en termes environnementaux, ce qui devrait pouvoir être traduit aussi dans les redevances. En tout cas, c'est bien un point d'attention, à la fois la question de la qualité de service et puis la vigilance sur les redevances aéroportuaires. Merci Madame la Ministre. Je passe la parole à Monsieur Fichet. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, j'étais très attentif à votre propos et à votre souci effectivement de travailler l'accessibilité à l'ensemble des territoires et à l'aménagement des territoires. Ce qui moi, m'interroge, ce qui rend la chose difficile, c'est le fait qu'aujourd'hui, on sollicite de plus en plus les collectivités locales, que ce soit au niveau communal, intercommunal, départemental, régional, pour participer de manière assez massive au financement des transports aériens, puisque c'est les nouvelles sollicitations qui sont faites pour les petits aéroports ou les aéroports en déficit où il faut mettre de l'argent public et c'est des montants qui sont très importants. Les mêmes collectivités locales qui sont aussi sollicitées pour les ports, qui sont sollicitées pour le très haut débit, qui sont sollicitées pour l'eau, le programme GEMAPI, donc autant de choses qui font que les collectivités sont sollicitées maintenant toujours de manière massive et ne sont plus du tout en capacité, en plus du fait qu'elles aient subi des restrictions de dotation, ne sont plus du tout en mesure de faire face à ces financements. Et donc du coup, on voit bien que dans les années qui vont venir, le risque c'est quand même de voir les aéroports, parce que c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, fermés, tout simplement. Je prends la ligne de Quimper. Si on n'est pas, s'il n'y a pas une aide plus importante de l'État, si on n'améliore pas, si on n'aménage pas, si on n'investit pas, il y a quand même quelques soucis à avoir sur la longévité de l'aéroport de Quimper. Et donc l'impact, bien évidemment, économique que la Commission a bien mesuré, puisqu'on a eu une mission à Quimper il n'y a pas très longtemps. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur
comment faire en sorte que les collectivités n'aient pas à supporter des charges qui, à la fin, ne deviennent plus possibles. Surtout qu'elles ont des missions, je rappelle quand même que sur l'eau et sur le très haut débit, qui sont extrêmement importants en matière le très haut débit en matière d'accessibilité, les sollicitations sont massives. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur l'eau, on a du mal à tenir nos engagements. Programme GEMAPI. Merci. On va peut-être regrouper les questions, comme on a un petit souci d'horaire. Donc, je vais passer la parole à Madame Jasmin. Et puis, je vais inviter chacun des orateurs à poser sa question de manière aussi condensée que possible, s'il le peut. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Madame la Ministre, je vais évoquer rapidement les conséquences, comme il faut être bref, les conséquences, et mon collègue vient de parler de Quimper. Nous avons effectué avec Monsieur le Président et Madame la rapporteure un déplacement et nous avons constaté les inquiétudes des acteurs économiques sur les conséquences qu'il y aurait si toutefois l'aéroport de Quimper subissait en tout cas ce qui est proposé d'après une certaine étude et les conséquences sur les emplois particulièrement parce que nous avons visité également une entreprise, et pour la citer Armor Luxe, qui a un certain nombre d'emplois et l'inquiétude de ce chef d'entreprise, mais de l'ensemble des chefs d'entreprise que nous avons rencontrés, là ça nous inquiète. Mais là je vais venir beaucoup plus précisément sur ce qui nous concerne sur mon territoire, la Guadeloupe, et sur les Outre-mer. J'avais eu l'occasion d'évoquer déjà, Madame la Ministre, je vous avais informé des difficultés que nous rencontrions, parce que nous sommes un archipel pour la Guadeloupe. Déjà, il y a des difficultés entre les différentes îles. Et il y a l'aérodrome qui est à Marie-Galante qui n'est pas utilisé pour le moment, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je voudrais également, concernant les évacuations sanitaires qui se font de plus en plus fréquemment, et particulièrement maintenant depuis les difficultés du CHU, des évacuations qui se font entre les îles du Nord, notamment Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique. Donc, les difficultés également qui sont liées au fait qu'il y a eu récemment une expérience avec la Norvégienne, qui s'est rétractée ensuite, parce que, enfin, pour diverses raisons, peut-être économiques, entre autres, mais qui n'assure plus les rotations qui étaient prévues avec l'Amérique, mais aussi avec la Guyane. Enfin, bon. Et on a des coûts importants entre les îles, entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Les coûts sont très importants et il y a une exclusivité de Air France sur la Guadeloupe. Entre la Guadeloupe et la Guyane, c'est vraiment là une de nos préoccupations particulières. Donc je voudrais également attirer votre attention sur les difficultés qu'il y a sur l'archipel, parce qu'avec les sargasses également, quelquefois les bateaux sur notre archipel ou la Guadeloupe, quand il y a des problématiques liées aux sargasses, certains bateaux ont des difficultés pour se déplacer et la plupart du temps, malheureusement, et c'est la réalité, les déplacements se font par bateau entre la Désirade, entre Marie-Galante et les Saintes, et terre de bas. Donc une alternative, parce qu'il faut effectivement penser aux problématiques liées à l'environnement, c'est vrai, mais trouver des alternatives également, parce que ça a existé à un moment donné, ce serait aussi intéressant. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Monsieur Temal. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais faire court, comme l'invite le Président. Moi, j'ai 3 points. D'abord, saluer la volonté qui est la vôtre de maintenir les LAT, avec la difficulté qu'a évoqué le sénateur Fichet, donc, mais il faut saluer. Moi, j'ai une question sur toutes les questions. Alors, moi, je suis sénateur du Val d'Oise, donc notamment avec Croissy, toutes les questions d'intermodalité, puisque vous évoquez l'aérien, mais il y a également les autres modes, notamment, je pense au transport ferroviaire, et on voit bien notamment sur cette gare-là qu'il y a des questions encore d'aménagement, et je suppose ailleurs en France, donc qu'est-ce que vous avez prévu derrière cela? Dernièrement, sur la question aérien, écologie, moi j'ai fait hier une réunion avec l'amicale des parlementaires pour le tourisme. On a évoqué ces questions-là, notamment avec des opérateurs aériens, des professionnels. Et alors il y a plusieurs éléments, notamment la contribution climat, etc. Mais sur la question du biocarburant, qui me semble une question, la question première peut-être, alors de ce que je comprends, mais je demande à voir, c'est il y a besoin d'investir en tout cas pour avoir une capacité d'avoir demain des biocarburants nouvelle génération dignes d'être utilisés de façon courante, en tout cas à grande échelle. Donc là-dessus, est-ce que justement, vous pouvez nous en dire plus? Je sais que c'est pas forcément ça, mais en tout cas comprendre, parce que je crois que c'est le point de départ, je pense, d'une chaîne vertueuse, en tout cas dans l'aérien, sur la question écologique. Merci. Est-ce que vous voulez répondre déjà à cette première salve? Je vous en prie. Alors,
peut-être pour répondre aux questions du sénateur Fichet, moi je voudrais rappeler que nous n'avons pas réduit les dotations des collectivités, hein, contrairement à ce qui a pu se passer en d'autres temps. Donc nous n'avons pas réduit les dotations des collectivités. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de politiques à mener. Je peux vous assurer que du côté de l'État, nous avons aussi pas mal de sujets. Je pense que ce qui est très important, c'est vraiment que les régions s'emparent, et elles sont en train de le faire, de ces enjeux de stratégie aéroportuaire. Et c'est bien ces régions qui peuvent trouver le meilleur équilibre de leur territoire. Elles ont cette compétence d'aménagement du territoire. Et donc, elles peuvent effectivement arriver à avoir à la fois la proximité, le maillage de proximité dont on a besoin, et en même temps s'assurer qu'il n'y a pas de doublon entre les différents aéroports. Donc moi, je pense que ça avance globalement bien, hein, sur le territoire, que maintenant de nombreuses régions se sont emparées de ce sujet. C'est ce qu'on a pu voir également dans le cadre des assises du transport aérien, et c'est effectivement ce qui... moi, j'ai trouvé très intéressant que ce soit un président de région qui préside l'atelier sur ces dessertes des territoires. Évidemment, les régions pourront, en complémentarité, solliciter l'intervention des autres collectivités, mais elles ont bien ce rôle de chef de file pour caler le meilleur maillage aéroportuaire dans l'intérêt de nos territoires. Pour répondre à Madame la sénatrice Jasmin, donc, l'aéroport de Quimper, donc il est dans ce cadre-là, hein, et je pense que la région Bretagne l'a bien en tête. J'ai également en tête l'interruption qui est prévue de la liaison telle qu'elle était opérée jusqu'à présent, donc sans obligation de service public, qui est prévue à la rentrée. Vous savez que nous avons immédiatement réagi en mettant en place une liaison avec obligation de service public. Nous sommes en discussion avec Air France parce qu'on a quelques semaines en jeu, et évidemment, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une interruption, même quelques semaines. Il faudra quand même qu'Air France fasse un peu de couture fine, si je peux dire, pour s'assurer qu'on n'interrompt pas la liaison librement organisée le temps qu'arrive la liaison sous obligation de service public qui doit démarrer, je crois, en début octobre. Hein. Fin octobre, voilà. Bon, donc il faut absolument qu'on arrive à gérer ça harmonieusement avec Air France. Mon cabinet échange ces derniers jours avec Air France pour arriver à cet objectif. Alors je suis aussi bien consciente, hein, de l'importance du transport aérien pour les Outre-mer. Hein. C'est une part importante en fait du trafic domestique français. C'est une part aussi dynamique, hein, de notre trafic aérien. Non seulement les liaisons entre les Outre-mer et l'Hexagone, mais aussi les liaisons entre les Outre-mer. Et je crois que ça doit être un des segments les plus dynamiques dans la croissance du trafic aérien. On voit que quantitativement, on a des offres, hein, sur nos territoires d'outre-mer en général, même s'il y a quelques cas particuliers qui doivent faire l'objet d'attention. Je pense qu'on doit vraiment s'assurer qu'on arrive à diversifier les transporteurs, les compagnies qui sont présentes. Donc j'entends effectivement que Norwegian s'est retiré, et Norwegian a globalement pas mal de difficultés. À un moment donné, on se disait, mais c'est un modèle nouveau, mais comment font-ils? De fait, voilà, on voit qu'à la fin, ça ne marche pas si bien que ça. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Mais moi, j'ai en tête que des nouveaux transporteurs devraient arriver prochainement dans les liaisons, notamment avec Pointe-à-Pitre. Et pour le coup, ça, c'était au cœur de ce qui est, enfin, la partie présidée par Serge Letchimy sur l'aérien pour les Outre-mer. L'idée qu'il faut vraiment qu'on prenne autrement la question des droits de trafic pour nos départements et nos collectivités d'outre-mer, pour que ce soit vraiment la façon de faire rayonner nos outre-mer dans leur bassin régional, et qu'on fasse preuve de beaucoup plus de souplesse et d'adaptabilité, avec la possibilité d'avoir des arrangements administratifs qui permettent d'avoir des droits de trafic supplémentaires à l'échelle de chacun des bassins. Et je pense que ça mettra, enfin, non seulement c'est vraiment un outil important de rayonnement de nos outre-mer,
de développement du coup de nos territoires. Et c'est aussi une façon de faire rayonner la France, de lui donner tout son rôle sa situation un peu unique à l'échelle de la planète. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et des discussions qui pourront se tenir dans chacun des bassins régionaux pour avoir des droits de trafic sans gérer ça depuis Paris, ce qui paraît assez inadapté. Pour répondre à Monsieur le sénateur Temal, alors effectivement, quand on a une croissance du trafic aérien, la question de l'accessibilité et de l'intermodalité de la desserte est un enjeu important. C'est évidemment le cas sur Roissy, avec les perspectives de développement du nombre de passagers. Bon, c'est pour ça que le gouvernement a souhaité mener à bien le projet CDG Express, même si compte tenu des enjeux sur les transports du quotidien, on a fait le choix de partir sur un calendrier plus réaliste, en fait, si je peux dire. C'est aussi le cas dans d'autres aéroports. La desserte de Nantes Atlantique est un sujet qui est aussi au cœur des débats qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur l'aéroport. Et évidemment, on doit absolument arriver à proposer des solutions alternatives à la voiture. C'est vraiment un travail à mener pour le coup entre les gestionnaires de plateformes, les collectivités, pour qu'on ait dans la mesure du possible des solutions alternatives à la voiture. Sur la question des biocarburants, c'est effectivement un enjeu très important d'arriver à créer une filière. On voit bien, moi je crois à la possibilité d'avoir à terme, on va dire pour la génération des avions après 2035, un transport aérien zéro carbone. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire et a fortiori en France, on a l'ensemble des acteurs, on est quand même un des rares pays qui a toute la chaîne de compétences dans le domaine de la construction aéronautique, avec Airbus, avec Safran, avec Thales, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ensuite, on va dire, de systèmes d'électronique à prévoir pour la nouvelle génération des avions. Donc moi, je suis convaincu, puis on a en plus des grands acteurs des filières hydrogène en France, et que ça peut être une façon de prendre un coup d'avance, y compris parmi les constructeurs aéronautiques mondiaux. C'est manifestement pas un sujet qui motive énormément Boeing, qui pour l'instant travaille, alors outre ces problèmes techniques propres sur lesquels je ne reviendrai pas, travaille sur des avions supersoniques, ce qui est quand même un drôle de signal à un moment donné où, en tout cas dans les pays européens, les enjeux écologiques prennent une importance particulière. Donc ce qu'on est certain, c'est que les supersoniques, ça n'est quand même pas la meilleure réponse aux préoccupations écologiques. Mais donc je pense que, moi je suis convaincu que pour le transport aérien, comme c'est le cas pour les transports terrestres, c'est vraiment prendre un coup d'avance que de bâtir, de réfléchir à ces filières zéro carbone. Et je pense qu'un certain nombre ont été au Bourget et on a pu voir notamment Safran qui a toutes les briques finalement. Ensuite, ça suppose de concevoir des aéronefs différents. Mais en attendant, effectivement, les biocarburants ont certainement un rôle important à jouer pour faire cette période de transition pendant laquelle on aura sans doute aussi des avions de plus petite capacité et de portée plus réduite qui pourront progressivement passer à l'électrique. En tout cas, je suis convaincu que les biocarburants ont un rôle important à jouer. On sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas la motorisation qui limite la capacité à utiliser du biocarburant, c'est finalement l'existence de ces filières de production de biocarburants de seconde génération. C'est pour ça qu'on est vraiment en train de réfléchir à comme ça a été fait finalement sur les transports terrestres, à se donner des obligations d'incorporation. Il faut le faire de la façon la plus harmonisée possible. Vous avez vu qu'à l'échelle mondiale, il y a un objectif d'incorporation de 2% de biocarburants en 2025. C'est aussi l'objectif qu'on s'est donné. Je pense qu'on devrait pouvoir faire mieux.
Mais vraiment, l'enjeu, c'est de créer ces filières. Alors, je crois qu'on a sur notre territoire beaucoup d'idées entre des filières sucrières, les sous-produits vinicoles, les algues, et je pense que ça pourrait être aussi intéressant dans les Outre-mer, mais il faut vraiment accélérer sur ces enjeux de biocarburants. Merci. Je vais passer les 4 prochaines questions. Monsieur Canevet d'abord. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je partage totalement vos propos, bien entendu, sur la question du carburant. À mon sens, il faudrait que les taxations issues de transport aérien aillent effectivement, soient orientées vers la valorisation et la recherche de solutions pour le développement des énergies alternatives pour le transport aérien. Ça me semble plus logique. Moi, je voulais surtout, en tant qu'élu du Finistère, revenir sur la liaison avec Quimper, dont le service fut dégradé, je crois, par l'absence d'intérêt de Hop, 150 vols annulés entre Quimper et Paris en 2017 ou Paris-Quimper. Ceci est tout à fait significatif et a fait fuir une bonne partie de la clientèle. Hop nous disant qu'il perdait beaucoup d'argent sur la ligne, malgré des prix du billet qui étaient très élevés pour la plupart des usagers. Voilà, on est arrivé à ce constat de baisse de la fréquentation. Fort heureusement, Madame la Ministre, vous avez proposé que cette ligne rentre dans les liaisons d'aménagement du territoire. C'est important effectivement pour nous parce que à Quimper, l'autre jour, les membres de la mission ont pu se rendre compte des attentes des acteurs économiques vis-à-vis de cette ligne et de la nécessité pour eux de pouvoir être complètement désenclavés. Notre préoccupation aujourd'hui concerne les moyens qui seront dévolus, effectivement, comme le disait la rapporteure tout à l'heure, il faut que de façon pluriannuelle, puisque ce sont des contrats pluriannuels, le financement soit assuré et que le cahier des charges soit peut-être bien cadré, parce que l'on m'a dit que du côté de Lannion, la ligne d'aménagement du territoire a été abandonnée parce que le cadrage financier de la liaison d'aménagement du territoire n'était pas suffisamment précis et entraînait des surcoûts qui pénalisaient finalement la pérennité de la ligne. Donc il faut qu'on soit très attentif à ce que le contrat, si une dotation est prévue, qu'elle reste dans le cadre de cette dotation, parce que comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Luc Fichet, les collectivités n'ont pas des moyens inconsidérés et donc l'enveloppe doit être relativement cadrée. Vous avez bien compris aussi la problématique qui est issue de l'interruption de la liaison pendant 2 mois. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait au moins qu'il y ait la liaison du soir, le retour le soir et le redépart le matin, au moins une des 3 pour permettre aux acteurs économiques déjà de pouvoir l'utiliser, puisque c'est ça qui est essentiel pour cela dans cette période, si jamais on ne peut obtenir une amélioration, mais il est nécessaire de garder au moins une liaison par jour. À mon sens, je ne méconnais pas les problématiques à Orly de la fermeture d'une des pistes pour travaux, mais ça semble indispensable pour ne pas casser la ligne, puisqu'il n'y a que 2 opérateurs qui ont fait acte de candidature, Chalair et Hop. Et on espère que Hop, dont je sais que le modèle économique a parfois posé question, et donc il faudra que l'entreprise, je crois qu'elle y est attelée, puisse s'adapter, parce que pour nous, Hop est un acteur important pour le désenclavement des territoires, et même si parfois il y a le train, on sait bien que il est nécessaire de conserver l'avion, parce que le train ne permet pas de mener les acteurs économiques ou un certain nombre de passagers à destination en un temps suffisamment court. Voilà peut-être pour les principales préoccupations. Monsieur Théophile. Oui, Madame la Ministre, suite à la question de ma collègue Jasmin, je n'aurais même pas eu, à poser une question là-dessus, mais la réponse, il y a une réponse qui n'a pas été peut-être abordée, c'est celle concernant la desserte de Marie-Galante. Nous avons un aéroport à Marie-Galante. Le seul moyen pour se transporter à Marie-Galante, c'est par la voie maritime. Et il y a un aéroport qui est à proximité de la Dominique, qui est un État, qui est dans un bassin caribéen et qui n'est pas utilisé. Je sais que
Le terrain est propriété du conseil départemental. La gestion, en tout cas le lancement de la DSP ou du marché serait du ressort de la région Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de l'aviation civile, puisque ça fait un moment que les Marie-Galantais qui sont un petit peu éloignés compte tenu de ce qu'a évoqué la collègue sur les problématiques de sargasses de développement économique. Il y a un fort besoin, je vais dire, de transport aérien pour ceux qui viennent la journée ou très rapidement sur le développement économique. Par ailleurs, nous venons de signer avec l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, les 9 États qui sont à proximité, les petits pays qui sont à proximité de la Guadeloupe en moins de 2 heures. Et vous savez que pour se rendre par exemple à Barbade, quand on est en Guadeloupe, parfois ça prend plus de temps que se rendre à Paris. Alors que moi-même je me suis transporté à Antigua, j'étais obligé de passer à l'est à la Dominique et repasser sur la Guadeloupe pour aller à Antigua. 7 heures. Alors que Guadeloupe-Antigua, c'est pratiquement 30 minutes. Donc, il y a, et vous l'avez dit, des arrangements administratifs diversifiés, droits de trafic. Moi-même, j'ai rencontré l'ensemble des compagnies aériennes l'année dernière. Et il y a des compagnies, notamment, je ne vais pas citer, mais bon, qui sont prêtes à pratiquement faire je vais dire, l'avion taxi, quoi, dans la zone. Parce qu'il y a... On sait très bien qu'on ne peut pas destiner directement faire une destination Guadeloupe-Barbade et ça ne sera pas rentable. Mais par contre, on pourrait facilement opérer sur 3-4 destinations et trouver une forme de rentabilité. Mais après, il y a des questions des autorisations, bref, qui sont prêts à discuter là-dessus. Donc, vraiment, ce serait surtout sur ce que nous venons de signer avec l'Organisation des États de la Caraïbe. Il va y avoir des échanges, il va y avoir, je vais dire, un mouvement de personnes et de biens aussi. Donc l'avion serait vraiment un moyen pour pouvoir permettre à ceux-là de se transporter. Et d'autant plus qu'il n'y a pas, je vais dire, d'autres moyens pour la Caraïbe, à part la Dominique, de venir en Guadeloupe que par le bateau, quoi. Merci. Il me reste M. Houlgat et puis M. Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la performance du trafic aérien, elle dépend aussi de la performance du contrôle aérien. Et il faut constater qu'il y a d'énormes progrès à faire en la matière. Donc, quel est votre avis à l'heure actuelle sur justement cette performance du contrôle aérien et est-ce qu'il y a un plan d'action qui est prévu pour l'améliorer dans les mois qui viennent? Et puis, j'ai une dernière question qui concerne donc le maillage. On a 460 aérodromes en France, dont 120 aéroports qui accueillent des passagers. Est-ce que pour vous, il y a un trop grand nombre de petits aéroports régionaux qui ne sont pas suffisamment performants et comment rationaliser cette carte, entre guillemets, du maillage de nos aéroports en France? Je vous promets que je n'ai pas téléguidé la première partie de la question de mon collègue Houlgat. Monsieur Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi j'aimerais avoir une précision sur votre volonté que vous avez indiquée dans votre propos liminaire sur faire contribuer beaucoup plus fortement le transport aérien. Si j'ai bien compris, ça passerait par une taxation qui viendrait financer la FIT. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question quand même d'avoir une situation où l'aérien viendrait à financer notamment la route et puis d'autre part, quelle place faites-vous dans votre analyse des efforts qui sont déjà faits par beaucoup de compagnies aériennes, notamment Air France qu'on a rencontré ce matin, qui a réduit quand même de 20% en 7 ans si on prend en compte le CO2 par passager, et qui fait des efforts en cours sur l'écopilotage, sur l'allègement des avions. Il ne faudrait pas que cette taxation future réponde simplement à une façon de taper sur l'aérien que je ressens aujourd'hui, qui est très forte, et que l'urgence qui est invoquée, que personne ne conteste par ailleurs, nous empêche d'avoir une vision plus globale. C'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué, et il faut peut-être arriver à concilier
maintien des services publics et notamment ces lignes-là, maintien de la compétitivité de l'emploi aérien, maintien d'un certain nombre d'intérêts, y compris industriels, et exigences environnementales, les deux doivent aller de pair. Et sans doute nous direz-vous comment vous voyez les choses. Je me propose de vous passer la parole. Alors, Monsieur le sénateur Canevet, je partage complètement et je peux vous assurer que nous avons des échanges nourris avec Air France, la nécessité de maintenir des fréquences, peut-être pas exactement au niveau où elles étaient jusqu'à présent, mais en tout cas qu'il n'y ait pas une discontinuité entre l'exploitation actuelle et l'exploitation sous OSP qui interviendra donc fin octobre. Je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir s'entendre de la part d'Air France. En tout cas, c'est ce que mes équipes ont d'ores et déjà indiqué avec une certaine forme d'insistance, en fait. Et peut-être sur la visibilité qu'il peut y avoir sur les obligations de service public, en fait, on fonctionne dans un système normal d'autorisation d'engagement pluriannuel et donc des crédits de paiement qui suivent. Donc je peux vous assurer qu'on fait bien attention de donner de la continuité suffisante et d'avoir les crédits pour honorer les engagements qui peuvent être signés sur ces obligations de service public. Monsieur le sénateur Théophile, moi je comprends qu'il y a des sujets, on va dire, inter-îles et donc intra-régionaux. On peut tout à fait, là on est dans le champ de compétences pour le coup de la région. Nous n'avons pas été saisis d'une demande sur la façon dont on pourrait techniquement, si je peux dire, mettre en place des telles obligations de service public, mais moi je suis tout à fait à la disposition des élus pour regarder comment on peut intervenir, enfin comment la région Guadeloupe pourrait intervenir sur ces questions de liaison intra-régionale. Ensuite, je pense vraiment qu'on doit être capable de simplifier très fortement la gestion des droits de trafic dans les bassins régionaux, et c'est vraiment le sens des dispositions que nous portons avec le ministère des Affaires étrangères, de pouvoir avoir des conférences annuelles avec les acteurs localement pour apprécier les besoins et avoir les arrangements administratifs qui permettront de lever les blocages sur des droits de trafic. Et ça doit être absolument géré, je pense, non pas depuis Paris, mais avec l'ensemble des acteurs au plan local. Monsieur le sénateur Houlgat, oui, alors je pense qu'il y a un excellent rapport qui montre à quel point le contrôle aérien participe de la performance du transport aérien. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie, Monsieur le Président. Ou alors trop indulgente, peut-être. On a un retard important à rattraper. Enfin, on a plusieurs phénomènes qui expliquent une forme de saturation de l'espace aérien, alors qui est valable dans toute l'Europe, et la France fait partie des points qui connaissent des difficultés. Je pense qu'on partage avec nos voisins le fait que la régulation qui a été faite à l'échelle européenne sur la période RP2, sauf erreur de ma part, donc la période de régulation dans laquelle on est aujourd'hui, a sous-estimé ce qu'allait être la croissance du trafic aérien, et que partout, les recrutements, les investissements ont été calibrés trop bas pour répondre à ces enjeux de croissance du trafic aérien. On a eu récemment des échanges avec la Commission européenne. Il faut faire attention quand on aborde ces questions de ne pas avoir une approche uniquement financière et budgétaire, si je peux dire, et de bien prendre en compte les enjeux effectivement de fluidité et de qualité du transport aérien à l'échelle européenne. En tout cas, c'est dans ce sens qu'on plaide avec d'autres États, de ne pas refaire dans la période de régulation qui vient les erreurs qui ont pu être faites, où tout le monde est en sous-effectif, notamment sur les contrôleurs aériens. Et puis à ça s'ajoute un retard qui a été pris sur les investissements, notamment sur tous les grands outils du contrôle aérien, retard qu'il va nous falloir rattraper.
Voilà, ce sont des systèmes logiciels complexes sur lesquels moi j'ai souhaité, suite au rapport, monsieur le sénateur Capo-Canelas, qu'on ait vraiment un suivi régulier du bon avancement de la mise en place, du développement de ces outils qui sont indispensables pour préparer l'aviation civile de demain. Moi, j'admire les contrôleurs aériens. Je voudrais le dire parce que parfois, on ne mesure pas bien la complexité de leur métier et la responsabilité qu'ils ont à gérer finalement avec très peu d'outils technologiques du XXIe siècle, un trafic aérien extrêmement dense. Et donc, je pense que c'est notre devoir de leur donner des outils adaptés, et c'est ce à quoi on est en train de s'employer. Sur le maillage, je pense que c'est vraiment maintenant la responsabilité des régions de réfléchir à leur schéma aéroportuaire. Et bon, je sais qu'elles s'en sont largement saisies, et moi je ne vais pas avoir un jugement depuis Paris sur le maillage. Je pense que les régions sauront mieux l'apprécier que nous. Monsieur le sénateur Bonhomme, moi je pense que oui, le transport aérien a fait des progrès, et je pense que ça mérite d'être dit. Oui, le transport aérien est par ailleurs le premier à s'être engagé dans un accord international sur la maîtrise de ces émissions de gaz à effet de serre, l'accord Corsia. C'est un accord qu'il faut absolument préserver. Il faut qu'on l'articule avec le système européen, dans un système classique ETS, et donc on va avoir un enjeu important dans la façon dont les deux systèmes s'organisent. En même temps, je pense qu'on peut entendre un certain nombre de questionnements des citoyens sur le fait qu'il n'y a pas de TVA, par exemple, vous voyez, sur les vols intra-européens. Il n'y a pas de taxation des carburants aériens. Donc voilà, qu'il faille quand même réfléchir à la façon dont on a une approche un peu partagée des efforts et des équilibres entre les modes. Je pense qu'il faut que ça s'entende. Mais alors ça doit s'entendre évidemment sans que ça handicape nos compagnies. On pourra partager, je pense, avec les parlementaires, les comparaisons qu'on a pu faire sur les coûts touchés. Enfin, je pense que c'est intéressant parce que finalement, chaque État peut avoir des répartitions, taxes, redevances qui correspondent en fait aux règles de chaque État. Et finalement, ce que montrent les comparaisons européennes auxquelles on s'est livré, c'est que le coût touché en France est très comparable à l'Allemagne, est inférieur au Royaume-Uni, et que finalement, les deux États qui apparaissent en pointe, qui se disent en pointe dans le combat pour la transition écologique et donc l'inclusion du transport aérien dans cette transition écologique que sont la Suède et les Pays-Bas, sont les États qui ont le niveau de taxes et de redevances le plus bas en Europe. Ce qui est intéressant en termes de communication, de marketing. Voilà, c'est ces deux États qui sont atypiques en Europe, donc on peut comprendre qu'ils aient une prise de conscience peut-être un peu plus tardive que les autres, mais en tout cas la situation est celle-là. Donc je pense, moi je le redis, je pense que on a eu aussi un certain nombre d'amendements dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale qui ont été portés pour interdire les liaisons aériennes domestiques. Donc je pense qu'il faut trouver un bon équilibre et avoir en tête que quand il y a une offre ferroviaire performante, alors évidemment les Français s'en saisissent. C'est ce qui explique que, que le trafic aérien a baissé de 42% entre Paris et Bordeaux depuis la mise en service de la ligne Tours-Bordeaux. C'est ce qui explique qu'il n'y a plus de liaisons aériennes entre Paris et Strasbourg, en dehors
question de desserte du Parlement européen, qu'il n'y a plus de liaison aérienne entre Paris et Bruxelles, mais on ne peut pas négliger le fait qu'il y a des territoires qui n'ont pas de TGV, qui ont besoin de liaisons d'aménagement du territoire. Je pense qu'on ne peut pas évidemment perdre de vue l'importance de la continuité territoriale avec nos Outre-mer, avec la Corse, qui est aussi une des liaisons qui s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Et puis, avoir aussi en tête que, donc, pendant que le trafic radial baisse, le trafic d'un certain nombre de transversales a augmenté. Et c'est finalement quelque chose qui me paraît aussi dans l'ordre des choses. Vous pouvez faire Nantes-Lyon peut-être en passant par Paris en train, et puis vous pouvez aussi vouloir faire Nantes-Lyon par une liaison aérienne, et cette liaison existe, et le hub de Lyon est aussi un hub intéressant. Donc voilà, je pense qu'il faut garder raison quand on parle de ces sujets qui sont évidemment très très sensibles. Et en tout cas, il y a besoin, en tout état de cause, je pense, de faire connaître la réalité de l'évolution du trafic aérien et du coup son changement de positionnement dans notre pays. Au fur et à mesure qu'on a des liaisons TGV, alors les liaisons, évidemment, le trafic aérien diminue sur les liaisons correspondantes, mais il reste des besoins qu'il faut prendre en compte. Merci Madame la Ministre. Alors il y a des vocations de questions. Juste un petit point sur quand même la taxation. Vous savez qu'on a aussi en tête ce qui avait été mis en avant au moment des assises sur la partie compétitivité. C'est-à-dire qu'on a un écart de compétitivité qui est dû à plusieurs facteurs, notamment aux coûts sociaux, mais que par rapport à d'autres comparables, dont l'Allemagne, on avait chiffré à l'époque à plus ou moins 700 millions, écart qui a été réduit notamment à votre initiative, mais enfin, il reste à au moins 500, 600 millions quand même de différence. Donc quand on parle de taxes supplémentaires, le secteur parfois renvoie cette problématique-là en disant attention. Et puis sur la TVA, on a tous en tête aussi que sur les billets d'avion, on paye une TVA sur des taxes. Voilà, donc il faudra aussi poser peut-être les différents sujets. Cela dit, je passe la parole peut-être à Monsieur Mandelli, puis Madame de la Provôté, Madame la rapporteure, et après on conclura. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il s'agit plutôt d'informations plutôt que de questions. En tant que rapporteur de la LOM ici au Sénat, pour vous dire que sur la question des carburants que nous avons évoqué tout à l'heure, le Sénat exceptionnellement a voté une demande de rapport sur cette question, élargie d'ailleurs au transport maritime. Mais sans préjuger de la nature du carburant lui-même. Parce qu'on a parlé de carburant, on a plutôt évoqué des carburants alternatifs au sens large. Parce que toutes les solutions doivent être évidemment envisagées. Et cette demande de rapport, évidemment, n'a pas été remise en cause à l'Assemblée puisqu'elle a même été enrichie. Sur le deuxième point qui concerne la taxation, pour reprendre les propos de mon collègue François Bonnin, effectivement, à l'Assemblée, a été déposé un amendement et voté concernant l'affectation du surplus de la taxe dite Chirac, entre guillemets, à la FIDP à hauteur de 30 millions d'euros, ce qui ne préjuge en rien, évidemment, de ce qui pourrait être proposé demain, j'imagine, au travers du PLF. Nous avons également, en lien avec la rapporteure de l'Assemblée, souhaité qu'une étude comparative soit menée entre les taxations des différents pays, notamment européens, sur le sujet, ce qui nous permettra d'appréhender de façon globale l'ensemble des critères sur cette question de la fiscalité ou de la taxation sur le transport aérien. Donc voilà, je voulais le préciser, puisque la CMP arrivant le 10 juillet, on devrait sur ces deux sujets avoir des éléments complémentaires. Merci Madame de la Provôté. Merci Madame la Ministre. Je voulais rebondir sur votre intervention précédente concernant le ferroviaire et le lien qu'on peut faire avec l'aérien. On voit bien qu'au niveau du train, vous nous avez dit l'offre ferroviaire, quand elle est performante, les Français s'en saisissent.
il y a un mot au milieu qui pose question, en tout cas qui nous interroge, qui a pris une acuité particulière ces derniers temps, mais très clairement, nous qui sommes pour un grand nombre usagers de l'offre ferroviaire, nous ne sommes pas toujours dans la performance, on peut en tout cas en témoigner. Et donc en réalité, on est dans une situation où la réflexion globale et la complémentarité entre ces deux modes de déplacement est un peu faussée parce qu'on n'a pas tout à fait la performance d'un côté et on a une entreprise qui doit réfléchir à une réorganisation. On voit bien qu'il y a des transferts de compétences sur le ferroviaire, que les régions vont reprendre en main un certain nombre de choses, qu'il y a quand même eu une volonté de diminuer beaucoup les lignes, justement ces fameuses lignes transversales. Et bien au niveau du train, un certain nombre ont disparu, ont fermé. Et donc, je voulais vous poser la question, bien évidemment, j'imagine que la réponse va y être tout à fait favorable, mais pour des raisons de transparence et d'efficacité, d'efficience de nous, élus aussi sur nos territoires, on a besoin d'avoir ces éléments-là. Est-ce qu'il y a, dans les 10 à 15 ans, une prospective globale, train ferroviaire, en sachant que le statut de la SNCF, évidemment, va y avoir l'ouverture à la concurrence, donc tout ça va changer complètement la donne et l'organisation sur le territoire. Et en d'autres termes, est-ce qu'en regardant le réseau des villes moyennes en France et des grandes villes, mais des villes moyennes également, on a cette réflexion, disons, quelle est la meilleure solution pour aller d'un point à un autre? Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est l'avion? Et est-ce qu'on est en capacité d'avoir une cartographie des infrastructures nécessaires, qu'elles soient ferroviaires ou aériennes, à mettre en place? Si je dis ça, c'est parce qu'on voit bien que quand il s'agit de sanctuariser un faisceau ferroviaire, et donc de sanctuariser du foncier, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est à peu près aussi compliqué que de prévoir une extension d'aéroport, et je pense que dans l'avenir, ces sujets-là vont se poser. Donc la réflexion globale se pose, et peut-être que clairement, on a besoin de se mettre ensemble pour avoir une vraie vision d'aménagement du territoire et des combats, ou en tout cas des projets que nous devrons mener ensemble sur le terrain. Alors, Madame la rapporteure, puis après je vous passe la parole pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous l'avez souligné, il existe des territoires très enclavés où le seul moyen d'en sortir, ça reste l'aérien. Malheureusement, en général, ces territoires sont des territoires où le revenu par habitant est bas et où les collectivités ont souvent des difficultés financières. Donc ma question, si une taxe carbone devait être mise en place, ne devrait-elle pas prendre en compte la substituabilité entre l'avion et le train ? Et éventuellement, est-il envisageable pour ces lignes d'aménagement du territoire qui concernent des territoires particulièrement enclavés, est-il envisageable une exonération totale de la taxe carbone ou une prise en compte d'un degré de substituabilité entre l'avion et le train? Je vous remercie. Voilà, on a bien en tête que la réflexion aujourd'hui de taxe carbone se situera au niveau européen. Oui, bien sûr. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Monsieur le sénateur Mandelli. Je pense vraiment que cette démarche que vous avez engagée conjointement avec l'Assemblée de mise à plat est vraiment importante, hein, parce que il faut qu'on sorte des visions peut-être un peu trop schématiques. Je l'évoquais pour les pays qui apparaissent en pointe et qui finalement sont peut-être un peu en retrait, et je pense que ça vaut pour tous les comparatifs qu'on a. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse avoir cette vision. Oui, il faut réfléchir, il faut s'assurer que notre territoire, que nos villes bénéficient d'une bonne accessibilité avec les moyens adaptés en fonction de leur situation. Je pense qu'on a un réseau ferré qui reste quand même puissant, en fait, en France. La difficulté qu'on a, mais là ça nous éloigne un peu de notre sujet, c'est de s'assurer du maillage fin. Donc ça renvoie à des sujets qui sont évidemment très très sensibles sur les lignes de desserte fine, mais on maintiendra les liaisons, on va dire les grandes liaisons dites principales du réseau ferré dans les prochaines années. Je pense que ce qui est intéressant, vous voyez, et on va, avec la remise en place du Conseil d'orientation des infrastructures, aussi certainement devoir continuer à approfondir l'évaluation des projets. Et moi, je partageais avec les parties, on va dire, plus prospectives de mon ministère, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou le CGDD, qui doit être le commissariat général au développement durable, la nécessité aussi de prendre en compte
quelque chose qu'on voit aujourd'hui qui est finalement que la valeur du temps, qui est un paramètre important dans l'appréciation d'une infrastructure, cette valeur du temps change. C'est-à-dire quand vous faites un trajet en TGV avec de la Wi-Fi, votre ordinateur portable, finalement, on constate que les modèles se trompent aujourd'hui dans leur appréciation de la valeur du temps, et notamment la fréquentation, vous voyez, de la liaison Toulouse-Paris depuis la mise en service de la ligne Tours-Bordeaux avait été sous-estimée. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on est quand même à un trajet qui doit être de 4h30, sauf erreur de ma part, pour Toulouse, et la fréquentation est beaucoup plus importante l'augmentation de fréquentation à partir de Toulouse est beaucoup plus importante que prévu. Donc je pense qu'il faut qu'on relance cette réflexion. Je pense que le Conseil d'orientation des infrastructures aura à le faire pour actualiser les visions qu'on peut avoir de notre programmation des infrastructures, et qu'on doit absolument prendre en compte ces évolutions, à la fois des enjeux environnementaux qui sont peut-être sous-pondérés dans l'appréciation de nos projets, je pense clairement, et par ailleurs de l'évolution de la valeur du temps qui doit aussi nous amener à recaler nos modèles qui ne rendent pas bien compte de la réalité aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez ajouter ? Je pense à ma question. Peut-être l'interpellation de Madame la rapporteure. Oui, sur la substituabilité entre le degré de substituabilité. Oui. Voilà. Moi, je partage tout à fait. Je pense que il y a des motifs d'intérêt général qui doivent être pris en compte quand on réfléchit là aussi à ces enjeux de contribution de l'aérien. Voilà, quand il n'y a pas d'alternative, il faut évidemment le prendre en compte. Et voilà, alors certains des amendements, parmi les multiples amendements dont on a discuté à l'Assemblée nationale sur ces questions, certains pointaient bien ça, c'est-à-dire que finalement, prendre l'avion pour faire Paris-Rennes, on pourrait se dire que ça serait quand même assez curieux. Pour faire Paris-Aurillac, on voit qu'il n'y a pas vraiment de substitution à la hauteur. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'était l'audition de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a voulu rassurer les sénateurs sur l'avenir des petites lignes aériennes. Le budget de ces lignes d'aménagement du territoire est multiplié par 4, selon la ministre. Mais en même temps, elle a affirmé que le transport aérien devait contribuer davantage au financement de la transition écologique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur Public Sénat.